Bonjour, nous revoilà ensemble pour une dernière vidéo concernant la programmation des PIC 16F en assembleur. On va aborder la mise en œuvre cette fois du compteur timer TMR0 des PIC 16F. Et je tiens à préciser que toutes les vidéos qu'on a vues jusqu'à présent sont valables aussi bien pour le PIC 16F 84 que pour les PIC 16F 877 et 876. Donc, la seule différence qu'il y a, c'est que ces deux pics-là, les 16F877 et les 16F876, ils ont plus d'entrées-sorties et plus de ports. Il y a par exemple, en plus du port A et du port B, il y a le port B et le port C, mais ils se gèrent de la même façon qu'on a vu. Il y a aussi le même type d'interruption, et il y a, au lieu d'un timer, il y a plusieurs timers. Donc tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, il est applicable pour les 16F 877 et 876. La différence, c'est que ces microcontrôleurs sont équipés de convertisseurs de données, c'est-à-dire ils ont des entrées analogiques. Et le travail avec ces entrées analogiques, on va les voir, mais cette fois en programmation C et pas en assembleur. Donc voilà. Donc, on va commencer comme c'était le cas des autres vidéos, par présenter les registres internes utilisés pour initialiser et travailler avec le timer. Puis on va expliquer ces deux modes d'utilisation, à savoir le mode d'utilisation en temporisateur et le mode d'utilisation en compteur, bien sûr sous forme d'exemple d'application. Donc, pour pouvoir initialiser et travailler avec le timer, TMR0 du PIC 16F84, on a à disposition deux registres qui se trouvent au niveau de la zone RAM, SFR, Special Function Register. Ces deux registres sont le registre Option, qui se trouve dans le bon 1, et le registre TMR0, qui se trouve dans le bon 0. Donc, le registre Option, donc, il a déjà été abordé deux fois auparavant. La première était pour parler des résistances pull-up internes du port B. Et la deuxième, c'est pour parler du front actif de l'interruption RB0int. On va revoir ça dans quelques instants. Alors, pour la programmation, donc, il sera référencé avec ce nom-là, option-8 registre. Donc, c'est le nom qu'on va lui affecter pendant la programmation. Et le registre TMR0, lui, c'est un registre à lecture et écriture. On va lire le registre TM0, donc le contenu de ce registre. Ça permettra de l'initialiser et de lire son contenu. Alors, reprenons Option Registre. Donc, voilà. Donc, comme j'ai dit, c'est un registre qu'on a déjà vu. On a parlé de la résistance du bit RB pull-up qui permet d'activer les résistances pull-up du port B. En mettant 1, on désactive ces résistances. En mettant 0, on active ces résistances. Et le deuxième bit, c'est int edge. C'est le front de l'interruption RB0int. Donc, en cas où cette interruption est activée, ce bit-là permet de choisir est-ce qu'elle sera activée par un front montant ou un front descendant. Les 6 bits qui restent, ce sont les 6 bits spécifiques à la configuration du timer. Donc, ils sont dédiés à ça et c'est ce qu'on va expliquer. Donc, comment on va expliquer leur rôle? C'est en utilisant la figure suivante. Cette figure-là, donc, elle représente une partie de la structure interne qui est autour du timer, du registre timer TMR0. Donc, elle va nous permettre de mieux appréhender le rôle de chaque bit. Donc, en jetant un coup d'œil, on voit bien que l'horloge de ce timer-là, on pourra la commander, soit par l'horloge interne du microcontrôleur, soit par un signal externe qui va attaquer le pin RA4 T0 clock, donc le pin RA4 du port A. Donc, il doit alors, à ce moment-là, donc s'il est utilisé, il doit être configuré en entrée. Donc, il y a aussi la possibilité, qu'on voit bien, d'intercaler un prédiviseur. Donc, on va expliquer son rôle. Donc, commençons par le bit. Le premier bit, c'est timer clock select. Donc, ce bit-là, timer clock select, son nom l'indique en anglais, la sélection de l'horloge du timer, donc timer clock select. Donc, il permet
de choisir est-ce que le timer sera activé par l'horloge interne du microcontrôleur ou il sera activé par un signal externe qui attaque la broche RA4 T0 clock. Donc si on met 1, là c'est indiqué ici, si on met 1, c'est-à-dire on va travailler avec le signal externe. Si on met 0, on va travailler avec l'horloge interne. Donc ça c'est le premier bit. Le deuxième bit c'est timer select edge en anglais. Timer select edge, c'est-à-dire le choix du front sur lequel le registre timer sera activé. Alors, cette possibilité de choisir le front, elle est valable uniquement, donc ça c'est le premier bit, donc ça on est au niveau du deuxième bit. Donc le choix du front, il est valable uniquement si on travaille avec l'horloge externe. Donc si on prévoit de faire fonctionner le timer avec l'horloge externe, RA4 T0 clock, là on a la possibilité de choisir le front. Donc si on veut activer le timer sur front montant, on met 0 dans ce bit, voilà. 0, increment on low to edge. Low to edge, to high. Donc ça veut dire front montant. Et si on veut un front descendant, increment on high to low. Donc ça c'est un front descendant, donc on met un 1. Donc ça veut dire que ce bit-là n'aura aucune utilité ou si on prévoit de travailler avec l'horloge interne pour activer le timer. Donc le troisième bit c'est prescaler assignment, c'est-à-dire l'assignement du prédiviseur ici. Donc, soit ce prédiviseur sera assigné au timer, soit il sera assigné au watchdog. Donc, c'est un autre registre. Donc, dans notre cas, si on veut assigner le prédiviseur, on met ce bit-là, PSA, on le met à 0. Quand on va le mettre à 0, le prédiviseur sera associé au timer. Ça veut dire la fréquence de l'horloge, qu'elle soit externe ou interne, sera divisée avant d'attaquer le prédiviseur, si on met un 0. Sinon, si on veut attaquer directement le timer avec la fréquence de l'horloge interne ou externe, on va mettre sur ce bit-là, on va mettre un 1. À ce moment-là, c'est l'horloge externe ou l'horloge interne qui vont activer directement le timer sans passer par le prédiviseur. Donc voilà, le 1, press carrier is assigned to watchdog. Le 0, le press carrier, il sera assigné au timer. Maintenant, dans le cas où le press carrier est associé au timer, donc, ou au watchdog, mais dans notre cas, ce qui nous intéresse, c'est quand il sera associé au timer. Donc, on a 3 bits pour choisir la prédivision. Donc, ça veut dire de combien cette horloge sera divisée. Donc, il y a 8 cas possibles. Avec 3 bits, on a 8 possibilités. Alors, si on met un 00, l'horloge du timer sera divisée par 2. Et le maximum, quand on va mettre 111, l'horloge du timer sera divisée par 255. Donc, quand on dit division de la fréquence, c'est-à-dire multiplication de la période. Donc, voilà. Donc, ça, ce sont l'explication des différents bits qui permettront de configurer le timer, avec quelle horloge il travaille, s'il travaille avec l'horloge externe, sur quel front il va être activé. Après, est-ce qu'on va lui associer le prédiviseur, oui ou non? Et si on lui associe ce prédiviseur, quelle est la division de fréquence qui sera associée? Voilà les points qui peuvent être configurés par le registre option registre. Donc maintenant, il y a 2 façons d'exploiter le timer. Donc, la première, soit on va utiliser simple compteur. Donc on a un signe externe par exemple, il va attaquer le timer. Donc à chaque front montant ou à chaque front descendant, il va s'incrémenter. Donc à ce moment-là, il suffit de lire n, la valeur n du compteur, pour savoir de combien de fronts il a été incrémenté. Donc ça, c'est le mode compteur. Le deuxième mode, on va utiliser en mode temporisateur. Donc on va utiliser en mode temporisateur. Alors dans ce cas-là, donc on va détecter les moments de débordement du timer. Alors c'est quoi le débordement d'un timer? C'est quand au niveau du comptage, il arrive à 255, c'est un registre 8 bits. Donc après 255, qu'est-ce qu'il va faire? Il va passer à 0. Donc ça, c'est un débordement. Chaque fois qu'il passe de 255 à 0 pour reprendre le comptage, on parle de débordement. Donc qu'est-ce qu'on va essayer? On va essayer de mesurer les instants. Donc il y a un flag, un indicateur, un flag, qu'on va retrouver au niveau du registre INTCON, celui des interruptions.
Alors ce flag-là, c'est lui qui va indiquer ces débordements. Donc à chaque débordement, ce flag-là est mis à 1. Et quand on va choisir d'utiliser le timer en mode temporisateur, on va détecter le moment, c'est-à-dire l'instant, l'intervalle entre deux débordements. Donc, on va intégrer ce qu'on appelle TF0, la temporisation ou l'intervalle qu'il y aura entre deux débordements du timer. Alors, la période de ce débordement, c'est-à-dire à quelle période il va déborder, elle peut être déterminée avec la formule suivante. Donc, c'est 256 moins 1,0 fois la période de l'horloge fois la division de fréquence s'il y a lieu. Le 1,0 correspondra à la valeur initiale où était le compteur. Par exemple, si le compteur est à 0, initialement à 0, on aura ici 256. C'est normal. Il va compter de 0 à 255, c'est-à-dire il va compter 256 périodes d'horloge. Et après 256 périodes d'horloge, il y aura débordement. S'il y a prédivision, on doit multiplier cette période d'horloge par la division qu'on a choisie. Donc, ce qu'on nous donnera cette formule-là qui sera utile. Donc, on va travailler avec pour pouvoir calculer la période à laquelle, ou la période de débordement du timer, c'est-à-dire l'instant entre deux débordements successifs. Donc, voilà pour les registres internes et le rôle de chaque bit. Bien sûr, ici, on a inclus un flag qui n'appartient pas à ce registre-là, mais qui appartient au registre intcon. C'est un flag qui est relié à l'interruption propre au timer TMR0. Donc maintenant, on va essayer de voir les deux modes de fonctionnement et la configuration et l'initialisation au niveau de ces deux modes de fonctionnement. On commencera par la configuration et l'initialisation dans le cas où on veut qu'il fonctionne en temporisateur. Alors dans ce cas-là, donc voilà, on va mettre le registre devant nous. Donc premièrement, on doit choisir le mode temporisateur. Et en général, en mode temporisateur, le timer, il travaille avec l'horloge interne. Généralement. C'est le cas général. Donc, pour le faire fonctionner en mode timer, en mode temporisateur, on va essayer de le commander avec l'horloge interne. Et pour pouvoir le commander avec l'horloge interne, on doit mettre le bit timer clock select à 0. Donc, le premier bit qu'on va configurer, c'est le bit timer clock select, on va le mettre à 0. Comme ça, le timer sera activé avec l'horloge interne. Maintenant, on a deux choix. Soit activer le préscalaire, c'est-à-dire l'horloge va passer à travers le préscalaire, soit ne pas activer le préscalaire. Supposons on va activer le prédiviseur. Donc, on doit mettre le bit PSA, on doit mettre à 0. Donc, quand on met le bit à 0, donc ça veut dire le prédiviseur sera activé. Donc, deuxième chose à choisir, quand le prédiviseur est activé, on va fixer le taux de prédivision. Et là, ce taux de prédivision sera fixé avec les 3 bits PS0, PS1, PS2. La dernière chose qu'on aura à faire, c'est initialiser le timer, c'est-à-dire fixer sa valeur initiale. Vous voyez bien que pour pouvoir calculer la tempo, on a 3 variables. La première variable, c'est la période de l'horloge. Alors, cette variable-là, c'est une fois on a activé le mode temporisation, ça deviendra la période d'horloge de notre microcontrôleur. Deuxième paramètre, c'est la prédivision. Là, on a fixé la prédivision en activant PSA à 0 et en choisissant le taux de prédivision avec PS2 et PS0. Il reste à choisir la valeur initiale. Donc, dernière chose à configurer, c'est l'initialisation du timer. Quelle est sa valeur initiale N0? Alors, donc, rappelons que le TF0, donc, c'est l'instant entre deux débordements du timer, sachant que chaque débordement correspond au passage de 255 à 0. Et ce débordement est signalé par le bit flag, timer interrupt flag. Il est mis à 1 à chaque débordement. Donc, essayons maintenant de calculer ce temps-là, le temps maximal de cette temporisation dans différents cas de figure. Donc, premier cas de figure, donc, pour le calcul de ce TF0, donc c'est sans prédivision. Donc, on ne va pas activer le prédiviseur. Donc, on va supposer qu'on va travailler avec une fréquence de quartz de 4 MHz, ce qui correspond à une fréquence d'horloge de 1 MHz.
Vous vous rappelez, on a dit que la fréquence avec laquelle fonctionnera le pic, c'est la fréquence de quartz divisée par 4. Donc ça donnera une fréquence d'horloge de 1 MHz, donc une période d'horloge de 1 microseconde. Donc premier cas de figure, sans prédivision, ça donnera ce mode de configuration. Ici, le 1, on désactive les résistances pull-up, le int edge, ça n'intéresse pas, on met 1 quel que soit. Maintenant, pour le timer clock select, on met 0 pour activer l'horloge interne. Une fois on a activé l'horloge interne, ce bit timer select edge, on met quel que soit, 0 ou 1. Après, on va désactiver le prescaler. Donc, on va mettre 1 pour désactiver le prescaler au niveau du bit PSA. Et puisque le prescaler est désactivé, les bits PS0 à PS2, on met, ça veut dire leur contenu ne va pas influencer la configuration. En général, il y a un principe qu'on utilise, c'est que les bits non utilisés dans la configuration, au niveau d'un registre système, on les met à 0. Donc, ce qui donnera le mode de configuration suivant, donc 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0. Donc là, ça permet de configurer le timer en mode temporisateur, mais sans prédivision. Essayons de calculer maintenant la temporisation maximale. Alors, pour avoir une temporisation maximale, on doit initialiser le N0 à 0. On doit être sûr que le prédiviseur, je m'excuse, on doit être sûr que le timer commence à 0. Donc, deuxième chose à configurer, c'est l'initialisation du timer TMR0 à 0. C'est-à-dire le N0 sera égal à 0. Donc, si on revient à la formule, donc le N0 sera égal à 0. Et il n'y a pas de prédivision, donc la variable div égale à 1. Donc, c'est ce que donnera la formule suivante. TFR0 sera égal à 256 périodes d'horloge. C'est normal. TH directement attaque le timer, donc il va compter 256 périodes d'horloge. Et sachant qu'une période d'horloge va durer 1 microseconde, dans le cas d'un quartz de 4 MHz, ça donnera une temporisation maximale de 256 microsecondes. Donc, ça veut dire l'intervalle maximal qu'il y aura entre deux débordements, la temporisation maximale, c'est 256 microsecondes. C'est pas grand-chose, très faible. Donc, c'est pour ça que si on veut augmenter la durée de la temporisation, on doit jouer sur TH. C'est pour ça qu'on va activer le prédiviseur. C'est le deuxième cas, avec prédivision cette fois. Alors, puisqu'on prévoit la prédivision, automatiquement le mot de commande ou le mot de la configuration va changer. Donc, premièrement, timer clock select, ça ne change pas. 0 pour activer l'horloge interne. Timer select edge, il n'a aucun effet sur notre configuration. Maintenant, la différence, c'est que le PSA, on a mis Prescaler Assignment, on a mis un 0. Comme ça, l'horloge interne va passer par le prédiviseur avant d'attaquer le timer. Donc, une fois on a mis ici un 0 pour activer le prescaler, il suffit maintenant, on doit positionner PS0, PS1, PS2 en fonction de la division de fréquence désirée. On rappelle le registre interne, ça c'est copie d'écran. Donc là, on veut la prédivision maximale. C'est-à-dire, on veut diviser la fréquence au maximum possible pour pouvoir multiplier la période au maximum possible et avoir la plus grande temporisation possible. Donc, on va choisir 1, 1, 1 au niveau des bits PS0, PS1, PS2. Donc, voilà le mode de configuration qu'on va retrouver. Voilà. Et maintenant, toujours, le timer sera initialisé à 0. La formule va changer. On aura TF0, c'est 256 fois TH. Maintenant, TH sera multiplié par 256. La période interne de l'horloge sera multipliée par 256 à cause du prédiviseur. Alors, si on remplace TH par 1 microseconde, on aura une tempo de 65, à peu près 65 millisecondes. Donc, c'est déjà pas mal. Donc, en ajoutant le prédiviseur avec l'horloge interne, on atteint 65 millisecondes. Mais, supposons qu'on désire, avec ce timer, avoir une temporisation, par exemple, d'1 seconde, ou 2 secondes, 3 secondes, ou même 10 secondes. Donc là, dans le cas où on a besoin de tempo de plus de 65 millisecondes, alors la configuration finale ne change pas, qu'on a vu à la fin. Donc on doit toujours l'horloge interne activer le prédiviseur à son niveau maximal, ça veut dire 1, 1, prédivision. Quelle est l'astuce ici? L'astuce, c'est on va essayer de compter le nombre de débordements.
on sait que entre deux débordements, avec cette configuration, on a 65 millisecondes. Donc, qu'est-ce qu'on va ajouter? On va ajouter un compteur de débordement, un paramètre, une variable, qui sera dans la mémoire RAM utilisateur. Alors, ce compteur-là va compter le nombre de débordements nécessaires pour atteindre la temporisation qu'on veut. Par exemple, supposons qu'on veut une tempo de 2 secondes. On doit savoir combien de débordements on aura pour avoir cette tempo de 2 secondes. Donc le compteur, la valeur de compteur sera égale à la tempo désirée divisé par l'intervalle entre deux débordements, qui est dans le cas maximal en cas de prédivision 65,536 millisecondes. Si on fait la division, on voit que ça donne 30,51. Donc, c'est-à-dire le compteur sera soit 31, soit 30. Donc, si le compteur là, on l'initialise à 30 ou à 31, et après, qu'est-ce qu'on va faire? À chaque débordement, à chaque 65 millisecondes, à chaque débordement, qui est indiqué par le flag qui est mis à 1, on décrémente ce compteur. À chaque débordement, on le décrémente. Quand le compteur arrivera à 0, ça veut dire qu'il y a eu 30 débordements ou 31 débordements, ce qui correspond à une durée de 2 secondes. Donc c'est ça la méthode utilisée quand on veut configurer une temporisation qui dépasse les 65 millisecondes. Donc voilà, alors j'ai préféré commencer par ça, donc comme ça on aura une idée très claire des différents cas possibles, sachant que le dernier cas, c'est vraiment le cas le plus utilisé. Pourquoi? Parce que une tempo de 65 millisecondes, en général, c'est pas utile. Donc, la tempo en général typique minimum, c'est 500 millisecondes, c'est-à-dire 0,5 secondes. Donc c'est pour ça que le troisième cas, c'est le cas le plus utilisé. Mais j'ai commencé par le plus facile pour démontrer l'utilité du troisième cas. Donc, pour mieux comprendre ce mode de temporisation, encore une fois, donc son utilisation, on va essayer dans l'application suivante de faire clignoter la LED T1, donc on va la faire clignoter avec une fréquence d'1 seconde, en utilisant le timer sans activer l'interruption. Donc, sans activer son interruption. Donc, commençons par l'initialisation. Donc, là, c'est le chemin de la configuration du timer. Donc, pour avoir ce chemin-là, donc on doit avoir le mode de configuration suivant. On active l'horloge interne. On active le prédiviseur. Voilà. Et on choisit la prédivision maximale de 256. Mode configuration option registre. Deuxième chose, on va initialiser la valeur N0 à 0. Et on va essayer de calculer la valeur du compteur nécessaire pour avoir la tempo d'1 seconde. Donc, pour avoir une tempo d'1 seconde, on divise la tempo par le TF0, configuration maximale, c'est-à-dire 1, c'est 65 millisecondes. On aura à peu près 15 débordements. Donc, le compteur 1 sera initialisé à 15 débordements. Donc, c'est comme ça, on va essayer de le décrémenter à chaque débordement jusqu'à arriver à 0. Et bien sûr, on doit configurer le registre TRISB pour que RB4 soit en sortie. Donc, TRISB.RB4 égale à 0, comme ça, on pourra commander la LED. Donc, voilà pour l'initialisation. Maintenant, on va essayer de retrouver le programme correspondant à notre cahier de charge. En commençant, on va toujours essayer de commencer par des organigrammes. Donc, voilà l'organigramme du programme principal. N'oublions pas que les interruptions ne sont pas activées dans cette première application. Donc, début, on commence toujours par un sous-programme d'initialisation. Donc, ça permettra d'initialiser la configuration qu'on a expliquée. Et après, on commencera dans le programme principal qui sera toujours exécuté en boucle infinie pour avoir le temps réel. Alors, dans ce programme principal, on va faire le clignotement, ça veut dire on va inverser l'état de RB4. Initialement, ici, RB4 elle est à 0. Donc, on va l'inverser, elle deviendra 1. On va appeler le sous-programme de temporisation 1 seconde. Et on revient. Après 1 seconde, on va revenir. On va inverser le RB4 qui devient 0 et ainsi de suite. Après 1 seconde. Et on aura le clignotement avec une fréquence d'1 seconde. Donc, le programme principal, on aura ici 2 sous-programmes. Un sous-programme d'initialisation, un sous-programme tempo. Mais cette fois, ce n'est pas comme la tempo qu'on a vue dans la vue de l'assembleur.
avec des compteurs et tout ça, c'est une tempo qui sera gérée par le timer, par les différents débordements du timer. Donc, si on regarde la partie initialisation, on a besoin d'une variable compteur 1. C'est la première chose qu'on va déclarer dans la partie C bloc. Donc, compteur 1, donc, ça correspondra à l'adresse 0C. Il n'y a pas de sous-programme d'interruption, donc on commencera directement par indiquer le vecteur reset. Alors, le vecteur reset au niveau de l'adresse 00, c'est go to start. Donc, dès qu'on se branche à l'adresse 001, dans le cas d'une remise à 0, donc on va se brancher à l'étiquette start pour commander le programme. Je m'excuse, pour commencer le programme principal. Maintenant, l'étiquette main programme, le code. Donc, pour le code, donc comme on a déjà fait, donc on commencera toujours par les sous-programmes et après on reviendra au programme principal. Le premier sous-programme, c'est le programme d'initialisation. Donc, on doit initialiser le registre option et le registre retrice. Ces deux registres se trouvent dans le banc 1. Donc, bit set file statut RP0. Je mets le bit RP0 à 1 pour passer au banc 1. Après, on commence à initier ces deux registres. Donc, première étape, bit clear file trice BRP4. J'initialise uniquement le bit correspondant à RP4. Je le mets à 0. Et deuxième étape, je dois charger ce mot binaire dans le registre option. Et là, je dois toujours passer par W. Donc, move LW, je charge W avec le mot binaire que je veux charger dans le registre. Et après, je vais charger ce mot binaire dans option registre. Je peux écrire le mot en binaire ou en hexa ou en décimal. Si je l'écris en hexa, je mets le préfixe 0x à côté. Si je le mets en décimal, je l'écris directement le décimal parce que dans la configuration, on a vu ça. Dans la configuration de l'environnement de développement, on va choisir comme radix, ça veut dire comme base, le décimal par défaut. Maintenant, on revient au banc 0. Donc, on revient au banc 0 en mettant à 0 le bit RP0. On va initialiser le port B, clear file port B. Donc, comme ça, on va aussi initialiser la LED donc, qui va être éteinte au départ et en même temps initialiser le port B comme le préconise la documentation de microchip. Alors, pour l'initialisation du compteur 1 et de N0, c'est la temporisation, c'est le sous-programme de temporisation qui va s'en occuper. Donc, après, je mets return. Donc, ça, c'est le sous-programme d'initialisation. Maintenant, on va attaquer le sous-programme tempo une seconde. Alors, ce sous-programme, je rappelle, donc là, comme je viens de le dire, il va commencer par initialiser les deux variables correspondant à la temporisation, ça veut dire le compteur 1. Donc, il va initialiser à 15. Donc, on peut ne pas mettre de D, on peut mettre décimal pour décimal, directement 15. Donc, move LW, je vais charger 15 dans W, puis le charger dans le compteur 1. Donc, voilà le compteur 1 initialisé. Puis, clear file TMR0. Donc, j'ai initialisé le compteur timer TMR0 à 0. Et je commence la temporisation. Alors, la temporisation, elle consiste à quoi? Elle consiste à, tout simplement, venir ici, le timer flag, ce flag-là, venir le tester. Pourquoi le tester? On doit le tester pour détecter les moments du débordement. Et on sait, on a dit qu'à chaque débordement, donc ce bit-là, ce flag-là, il est mis à 1. Donc, il suffit de détecter les moments où ce flag-là, il est mis à 1. Donc, on doit au départ l'initialiser à 0, donc bit clear file, s'assurer que le flag est à 0, puis on va attendre. Donc, on va attendre qu'il soit remis à 1 par un débordement. Donc, on doit le tester avec l'instruction bit test file skip if set. Bit test file skip sauter si c'est égal à 1. Donc, je vais tester le bit timer interrupt flag, je vais tester de intcom, est-ce qu'il est égal à 1? Quand il est égal à 1, je sors. Ça veut dire qu'il y a eu un débordement. Je sors pour décrémenter le compteur des débordements. S'il n'est pas égal à 1, je reste ici goto moins 1. Donc ça, je peux mettre ici une étiquette, mais puisque je saute à l'instruction précédente, je mets goto moins 1. Donc je vais sauter à l'instruction précédente. Donc ça veut dire
le sous-programme de temporisation va rester bloqué ici jusqu'à ce que le bit timer soit mis à 1 pour indiquer un débordement. Une fois il est mis à 1, on va sauter pour continuer. Alors c'est quoi de continuer? On va décrémenter le compteur. À chaque débordement, on saute, on décrémente le compteur. Et on vérifie est-ce que le compteur est arrivé à 0. Décrémenter file, skip if z. Quel file on va décrémenter? Compteur 1. Le résultat dans le file. Donc on va le décrémenter. Et on va tester est-ce qu'il est égal à 0. S'il est égal à 0, je sors, ça veut dire la tempo est finie. Ça veut dire le compteur il est égal à 15. On va le décrémenter. S'il arrive à 0, ça veut dire qu'on a eu 15 débordements, donc 1 seconde. S'il n'est pas égal à 0, je ne saute pas, je vais vers go to loop 1. Donc go to loop 1, je vais recommencer à 0. Je vais remettre le flag à 0. Je vais le remettre à 0 et attendre un nouveau débordement. Quand le nouveau débordement arrive, je saute, je décrémente le compteur. Le compteur n'est pas encore à 0, je reprends. J'initialise le flag du débordement, j'attends un nouveau débordement et ainsi de suite. Quand le compteur arrive à 0, ça veut dire qu'il y a eu 15 débordements, ça veut dire qu'il y a eu 1 seconde d'écoulée. Je sors, skip if z, je sors et je retourne. Ça veut dire la tempo d'une seconde a fini. Donc là, c'est la tempo gérée par le timer. Donc, et ce sous-programme-là, on peut le conserver comme étant une bibliothèque. C'est un tempo d'une seconde. Et à chaque fois qu'on a besoin d'une seconde, on appelle ce sous-programme, par exemple. Donc c'est comme ça qu'on gère la programmation assembleur. Voilà, j'ai préparé le sous-programme init, j'ai préparé le sous-programme tempo. Maintenant, l'étiquette start du début du programme principal. Call init, j'appelle le sous-programme d'initialisation. Après, je dois faire le clignotement, ça veut dire que je dois changer l'état de RB4 à chaque passage. Alors pour changer l'état d'un bit, je rappelle la technique qu'on avait utilisée, c'est le XOR, le OU exclusif. Donc je vais faire un OU exclusif du bit désiré avec 1. Comme ça, une fois le XOR est réalisé, le bit il est inversé. S'il est à 0, il devient 1. S'il est à 1, il devient 0. Les autres bits auxquels je ne vais pas toucher, je vais faire un XOR avec un 0. Et voilà, ça c'est le masque. Le masque qui sera chargé dans W avant de faire cette opération. Donc voilà, je charge ce masque je charge W avec ce masque et je fais un OU exclusif du port B. Le résultat, bien sûr, dans le port B. Cette opération-là permettra de faire changer l'état de RB4. Initialement, il était à 0 avec le clear. Maintenant, la lettre se trouve allumée. Après ça, j'appelle le sous-programme de tempo, call tempo 1 seconde. Une fois que je reviens, ça veut dire qu'il y a 1 seconde qui s'est écoulée. Je me branche vers loop 2. Je change à nouveau l'état de la lettre. J'attends 1 seconde et je reste en boucle infinie. Je n'oublie pas d'étiquette AND. Donc voilà un exemple d'application du timer en mode temporisateur sans interruption. Alors, comment dire, l'inconvénient de ce mode-là, c'est que pendant 1 seconde, le microcontrôleur ne va rien faire. Une fois j'appelle la tempo d'1 seconde, pendant cette seconde, le microcontrôleur ne peut rien faire. C'est pour ça qu'en général, on préfère utiliser le timer, quand il est en mode temporisateur, on préfère l'utiliser en mode interruption. C'est-à-dire que cette tempo-là va être réalisée en arrière-plan. Et pendant la seconde, qui est comptée par le timer en arrière-plan, je peux faire ce que je veux comme programme principal. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le temps réel. Donc, je ne reste pas bloqué sur une temporisation, mais je la mets en arrière-plan pour exécuter une autre tâche ou 2 autres tâches. Donc maintenant, comment faire cette temporisation? Toujours la même, on va essayer de faire la même temporisation d'1 seconde, mais en mode interruptible. Donc le cache charge va changer un petit peu. Donc on aura toujours comme tâche de faire clignoter D1, mais il y aura une tâche principale. Donc, vous remarquez que j'essaie d'ajouter une tâche principale qui est simple. Ici, ma tâche principale, c'est allumer la lettre D2. Mais au niveau du code, elle peut être remplacée par n'importe quelle autre tâche principale. C'est uniquement didactique.
Donc, ma tâche principale, c'est allumer la LED D2. Il y aura une autre tâche, une deuxième tâche secondaire, qui va s'exécuter en arrière-plan. Va s'exécuter en arrière-plan, sans déroger la tâche principale. La deuxième tâche qui est secondaire, elle va consister à faire clignoter, comme le premier cahier de charge, la LED D1 en mode avec une fréquence d'1 seconde. Donc, du point de vue initialisation du timer, ça ne change pas. Donc, le chemin d'initialisation et de configuration, ça ne change pas. Horloge interne, prédiviseur au maximum, et initialisation de N0 à 0. Donc voilà. Donc, la première étape, on va commencer par activer d'abord l'interruption timer. Donc là, je reprends le registre int-count qu'on a vu dans les vidéos des interruptions. Donc ça, c'est l'interruption timer. Timer interrupt enable, le bit de validation. Et ça, c'est le flag avec lequel on a déjà travaillé. Donc ici, je mets General Interrupt Enable à 1 pour pouvoir activer tout type d'interruption. Après, je mets l'interruption du timer à 1. Je désactive des autres interruptions. Et j'initialise le flag à 0. Timer Interrupt Flag à 0. Ce qui donnera le mot de configuration concernant les interruptions. Le mot suivant, int-count. Maintenant, pour le timer, donc comme on a dit, horloge interne, préscalaire activé au maximum, 256. Voilà, donc le mot binary option. Maintenant, on va travailler avec, on va considérer un courant de 4 MHz. Donc, ça veut dire, avec cette configuration d'option registre, au maximum avec horloge interne, on a déjà calculé ces 65 millisecondes. Maintenant, je ne veux pas ces 65 millisecondes, je vais faire un cas. Supposons que je veux une tempo timer propre, c'est-à-dire un intervalle entre débordements de 50 millisecondes. C'est-à-dire je vais essayer d'initialiser N0 avec une prédivision de 256 et une horloge du microseconde, de telle façon à avoir une période de débordement de 50 millisecondes. Donc voilà, je pose 50 millisecondes et j'essaie de trouver quelle sera la valeur. Vous voyez, 50 millisecondes, c'est inférieur à 65 millisecondes, le maximum qu'on peut faire. Donc je vais essayer de voir à quelle valeur doit être initialisé le timer pour avoir cette période de débordement. Tout simplement la formule N0. On aura cette TF0, c'est 256 moins TF0 sur TH fois 256. On fait le calcul, on trouve que pour avoir une période de débordement de 50 millisecondes, je dois initialiser le compteur N0 à 60. Maintenant, avec une période de débordement de 50 millisecondes, voilà, une tempo d'1 seconde qu'on désire, quelle sera la valeur du compteur de débordement? Le compteur du nombre de débordements, c'est 1 sur 50 millisecondes, c'est 20. Donc, dans ce cas de figure, le N0 doit être initialisé à 60. Comme ça, on aura une période de débordement de 50 millisecondes. Et le compteur, il sera initialisé à 20. Donc, on va compter 20 débordements de 50 millisecondes pour avoir une tempo d'1 seconde. Dernière étape, c'est initialiser le registre TRISB. Donc, on va initialiser à 0 pour avoir le RB2 et RB4 en sortie. Donc, voilà. Maintenant, retrouvons maintenant le programme correspondant à notre cahier des charges. On commence par l'organigramme du programme principal. Donc, dans cet organigramme, son rôle, c'est gérer la tâche principale uniquement. Donc, vous voyez, il n'y a aucune trace de la tâche secondaire qui consiste à faire clignoter la LED D1. Donc, la tâche principale ici, pour simplifier, c'est allumer la LED D2, c'est-à-dire RB2 égale 1. Donc, après le sous-programme d'initialisation, on allume la LED et on reste en boucle fermée. On peut remplacer ça avec n'importe quelle tâche principale. Donc, vu qu'on va activer les interruptions, donc on aura ici 3 variables. On aura les 2 variables W temporaire et statut temporaire, vous vous rappelez? Donc, ce sont des 2 variables qui permettront de sauvegarder et restaurer le registre interne W et statut. Et la variable compteur 1 pour le timer. Donc maintenant, on va commencer par le vecteur reset, c'est-à-dire à chaque remise à 0 du microcontrôleur, il se branche à l'adresse 00. Et go to start, il va sauter à l'étiquette start
correspondant au programme principal. Après, il y a le vecteur d'interruption 004, c'est-à-dire si ici on va saisir le code correspondant à chaque qui sera exécuté, donc le code qui sera exécuté à chaque interruption timer, donc et qui est représenté par l'organigramme suivant. Donc je rappelle, donc si je l'avais pas déjà bien expliqué, donc pour le timer, l'interruption est générée à chaque débordement. C'est-à-dire à chaque fois qu'il y a un débordement du timer, c'est-à-dire il passe de 255 à 0, il va générer une interruption timer. Une fois l'interruption timer générée, le sous-programme qu'elle va exécuter, pour notre cas, ça correspondra à décrémenter le compteur le compteur de débordement pour arriver à 20. Donc le sous-programme d'interruption dans notre cas, il consistera à chaque interruption timer, à chaque débordement, je dois décrémenter le compteur de débordement jusqu'à arriver à 0 et déclencher le clignotement de la LED. Donc à chaque interruption timer, je commence par sauvegarder le registre W et statut, comme c'est le cas de tout sous-programme d'interruption. Je commence la tâche, ma tâche d'interruption, c'est décrémenter le compteur 1. Donc à chaque débordement, l'interruption est générée. Je sauvegarde les registres, je décrémente mon compteur de débordement. Et je teste, est-ce que le compteur de débordement est à 0, oui ou non. Par exemple, au premier passage, le compteur il est à 20 initialement, il deviendra 19. Donc, il n'est pas à 0, donc qu'est-ce que je fais? Je saute, je ne m'occupe pas du clignotement, je saute. Alors, j'initialise d'abord mon timer, c'est très important. Je dois initialiser mon timer à 60. Pourquoi je dois le réinitialiser à 60? Pour qu'il me compte, ou pour fixer encore une fois la période de débordement à 50 millisecondes. Parce qu'on a fait les calculs, on a vu que pour avoir une période de débordement de 50 millisecondes, on doit initialiser le timer à 60. Si je ne fais pas ça, il va reprendre le comptage, mais il va le reprendre à partir de 0. Et le deuxième débordement que j'aurai, il n'aura pas lieu au bout de 50 millisecondes, mais au bout de 65 millisecondes. C'est-à-dire, puisque le compteur timer a commencé à 0. Donc, ça veut dire, à chaque débordement, je décrémente mon compteur. D'accord. Si le compteur n'est pas égal à 0, je réinitie mon timer à 60 pour avoir un nouveau débordement à 50 millisecondes. Puis, j'éteins le flag de débordement pour détecter un nouveau débordement et je restaure mes registres. Maintenant, supposons qu'après 20, au 20e débordement, j'entre, je décrémente le compteur et là, le compteur, il est à 0. Qu'est-ce que je fais? Je fais ma tâche. Ma tâche, ça consiste à faire clignoter la LED. Une fois la LED change d'état, je réinitialise mon compteur à 20. Pourquoi je réinitialise à 20? Pour compter à nouveau 20 débordements. J'oublie pas d'initialiser mon timer à chaque débordement à 60 et j'initialise le flag. Et je reprends, je sors. Le prochain débordement, donc il va redécrémenter le compteur, il va recompter encore une fois 20 débordements. Au bout de 20 débordements, je change l'état de la LED. J'initialise mon compteur et je reprends ainsi de suite. Vous voyez bien que le clignotement de la LED, il n'aura lieu que quand le compteur est à 0. Il n'aura lieu qu'au bout de 20 débordements. Et ce clignotement, il est géré exclusivement en arrière-plan. C'est-à-dire, au niveau du programme principal, c'est comme si cette tâche n'existe pas. En arrière-plan, elle est gérée en temps réel par l'interruption. Donc, essayons d'écrire le code de ce sous-programme d'interruption. Donc, je commence par sauvegarder le registre statut EW. La procédure, on l'a déjà vue. Maintenant, une fois la sauvegarde effectuée, je commence par décrémenter mon compteur. Donc, le compteur 1, décrémenter file, skip pif z. C'est-à-dire, s'il est égal à 0, je vais sauter pour continuer. Sinon, go to restore. Donc, s'il n'est pas égal à 0, go to. Donc, s'il n'est pas égal à 0, je continue et je saute vers l'étiquette restore. Je saute vers l'étiquette restore. Qu'est-ce que je dois faire? À ce moment-là, je dois initialiser mon timer à 60. Je dois remettre à 0 mon flag. Puis, je restaure statut. Puis, je restaure W. Et je retourne au programme principal.
Donc tout ça, c'est quand c'est pas égal à 0. Donc quand c'est pas égal à 0, si c'est non, je ne saute pas. Je ne saute pas, je vais vers GoTo Reset et je saute vers cette étiquette. Maintenant, dans le cas où c'est égal à 0, dans le cas où le file il est égal à 0, je saute le GoTo Restore, je saute le GoTo Restore, et qu'est-ce que je dois faire? Je dois commander le clignotement de RB4 avec la technique XOR, puis je réinitialise mon compteur à 20, et je continue. Je réinitialise le timer, je continue, je réinitialise le timer parce qu'obligatoire, j'éteins le flag obligatoire, je restaure mes registres et je sors. Voilà pour le sous-programme d'interruption qu'on va écrire au niveau du vecteur d'interruption 004. Maintenant, le code principal, donc main code, je dois préparer maintenant tout ce qui concerne le programme principal, à savoir le sous-programme d'initialisation. Donc, je commencerai par passer au bon 1, bit set file statut RP0. Comme ça, j'aurai accès à option registre et intcode et à trice B. Je commence par trice B, donc clear file trice B, puis option registre, je charge le mot dans option registre, puis intcode, le mot dans intcode. Je reviens au bon 0 et j'initialise tout ce qui concerne le timer. Donc, je dois les initialiser pour préparer parce que ça va être exécuté en mode interruptible. Donc, il n'y a pas un sous-programme comme le cas sans interruption, c'est le sous-programme de temporisation qui s'occupait du compteur et de l'initialisation du timer. Donc, cette fois, c'est le sous-programme d'initialisation qui va initialiser pour le premier débordement, il va s'occuper de l'initialisation du timer et du compteur de débordement. Après, c'est le sous-programme d'interruption, comme on a vu, qui s'occupera de cette initialisation ici. Donc, je charge maintenant mon compteur par 20, puis je charge mon timer avec soit 60. Et j'initialise le port B, clear file, port B, comme ça, je vais éteindre les LED, return. Donc voilà le sous-programme d'interruption. Toute la configuration. Le programme principal maintenant, c'est un tout petit programme, start. J'appelle le sous-programme d'initialisation et j'exécute ma tâche principale, à savoir bit set file port BRB2. Je vais allumer la LED et je reste en boucle infinie. Donc voilà pour le cas d'utilisation du temporisation, du timer en mode temporisation avec interruption. Maintenant, attaquons le deuxième mode de fonctionnement, à savoir le mode compteur. On va le voir cette fois sans prédiviseur et sans interruption. C'est-à-dire en mode compteur, on privilégie toujours le signal externe parce qu'on compte en général des événements qui proviennent de l'extérieur. Par exemple, on a un bouton poussoir dont on désire compter le nombre d'impulsions. On a un capteur qui détecte les objets, les bouteilles, les trucs. On veut compter combien d'objets ont été détectés par ce capteur. Donc, c'est-à-dire le signal ici, il provient d'une source externe. Et je veux compter le nombre de francs, soit francs montants, soit francs descendants de ce signal-là. Donc, le chemin est en général l'activation du signal externe pour la commande du timer. Deuxième chose, le choix du franc. Et après, est-ce que je vais utiliser le prédiviseur, oui ou non? Donc ici, comme première configuration, c'est sans prédiviseur. Donc, le signal externe passera directement pour incrémenter mon compteur timer. Et à ce moment-là, le débordement ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse vraiment, c'est, bien sûr, quand il n'y a pas d'interruption, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre d'événements qui a été compté par le timer. Parce que quand il n'y a pas d'interruption, le flag n'est pas utilisé et le débordement n'est pas utile dans ce cas. Donc, ce qui va m'intéresser, c'est le nombre n qui est compté par le timer, le nombre d'événements. Alors, pour bien comprendre ce fonctionnement, dans ce cas de figure sans division et sans interruption, le cahier de charge suivant sera étudié. Donc, il y aura une lettre D1 branchée au niveau du pin RA0 qui doit être bien sûr configuré en sortie. Et qu'est-ce qu'on veut faire? On veut changer donc l'état de la D1 après chaque 5 appuis sur le bouton poussoir. Donc, on a un bouton poussoir de P0 qui est branché avec RA4 T0 clock, qui doit être configuré bien sûr en entrée. Comme ça, à chaque appui sur le bouton poussoir, il y a un franc descendant qui est généré. Voilà. Et ça, c'est une résistance pull-up, on en a déjà parlé.
Donc, quand le bouton poussoir n'est pas appuyé, c'est le 5 qui passe, niveau logique haut. Quand le bouton poussoir est appuyé, les 0 qui passent, il y a génération d'un front descendant. Donc, l'appui génère un front descendant et le relâchement du bouton poussoir génère un front montant. Moi, ce qui m'intéresse, c'est à chaque appui du bouton poussoir, on va gérer un front montant. Mais ce qui m'intéresse dans le cahier de charge, je dois détecter 5 appuis. C'est-à-dire, au bout de 5 appuis sur le bouton poussoir, la LED change d'état. C'est-à-dire, initialement, par exemple, la LED elle est éteinte. J'appuie 1, 2, 3, 4, 5. Au 5e appui, la LED devient allumée. Après ça, je détecte 5 nouveaux appuis. 1, 2, 3, 4, 5. La LED va s'éteindre à nouveau, et ainsi de suite. C'est-à-dire, après chaque 5 appuis sur le bouton poussoir, il y a un changement d'état de la LED. Voilà notre cahier de charge. Donc là, le timer va s'occuper de compter ces événements externes. Donc il va fonctionner en compteur. Alors, commençons par la partie initialisation. Donc, tout d'abord ici, je parle plus de ces bits, on sait de quoi il s'agit maintenant. Là, c'est timer clock select. On va mettre ici un 1 cette fois. Pourquoi un 1? Parce qu'on va activer le signal externe pour commander le timer. Donc, on va mettre un 1. D'après le cahier de charge, le timer va être déclenché par des fronts descendants. Donc, les fronts descendants, c'est ce bit-là qui s'en occupe pour choisir le type de front. Timer select edge, je dois le mettre à 1. Donc, je mets ce bit à 1. Je ne veux pas de prédivision. Donc, si je ne veux pas de prédivision, le prescaler assignment, il est mis à 1. À ce moment-là, ces bits-là n'ont aucune signification au niveau de la configuration. Ce qui donnera le mot de configuration suivant. Donc, sachant que les bits non utilisés, voilà, je reviens, les bits non utilisés sont mis à 0. Donc, voilà le mot de configuration de register option. Alors, pour trice A, RA0 doit être configuré en sortie, et RA4 doit être configuré en entrée, ce qui donnera le mot binaire suivant. RA0, 0 pour sortie. Donc RA0, RA1, RA2, RA3, ça c'est RA4, j'ai mis un 1 pour configurer RA4 en entrée. Maintenant, retrouvons le programme correspondant à notre cahier de charge. Donc comme d'habitude, en commençant par l'organigramme. Cette fois, il n'y a pas d'interruption, donc il y aura uniquement un seul organigramme, celui du programme principal. Donc qu'est-ce qu'on fait? Donc, début, après on initialise. Donc, on va initialiser option registratrice A. Donc, j'ai oublié d'indiquer timer. Le timer doit être initialisé à 0. Le timer doit être initialisé à 0. Et après, je viens ici dans le programme principal. Qu'est-ce que je teste? Je teste mon compteur timer. Est-ce qu'il est arrivé à 5? N'oubliez pas qui est-ce qui s'en occupe maintenant? Qui est-ce qui s'occupe de l'incrémentation sur les fronts montants? C'est-à-dire, je m'excuse, les fronts descendants. À chaque front descendant qui arrive au niveau de RA4, T0 clock, il y a le timer qui est à l'intérieur qui va s'incrémenter de 1. Moi, qu'est-ce qui va m'intéresser en fonction du cahier de charge? C'est 5. Donc, je vais attendre 5 francs montants. Donc, si le timer est égal à 5, je commence par commander le changement d'état de D1 à 0 bar, puis je réinitialise mon timer à 0 et je reviens compter encore une fois 5 événements. Maintenant, si le timer n'est pas encore égal à 5, j'attends jusqu'à ce que le compteur soit égal à 5. N'oubliez pas que le compteur, il s'incrémente en arrière-plan à chaque front descendant. Donc voilà le programme principal. Maintenant, reprenons voilà l'organigramme du programme principal. Maintenant, on va essayer de reprendre le programme correspondant. Alors, donc, on va commencer par il n'y a pas de variable à déclarer. Donc, la partie C bloc n'est pas utilisée ici. Donc, le vecteur reset 00, go to start. Il n'y a pas de vecteur d'interruption, donc on va directement vers l'étiquette main program. Et là, je commence à préparer les sous-programmes correspondant au programme principal, en commençant par le sous-programme d'initialisation, donc init. Donc, je commence par initialiser tout ce qu'on vient de démontrer. Je passe tout d'abord au bon 1, bit set file statut RP0. Après, je charge trice A par
le mot correspondant pour configurer le RA4 en entrée et RA0 en sortie. Et après, je charge option registre avec le mode configuration au mode compteur sans prédivision et sans interruption, bien sûr. Je reviens au banc 0. Je n'oublie pas d'initialiser mon timer, clear file, mon timer. Je initialise le port A et du même coup, je vais initialiser la LED. Elle est éteinte initialement et je retourne. Donc voilà mon sous-programme d'initialisation. Maintenant, le programme principal, donc l'étiquette start. Donc je commence par appeler mon sous-programme d'initialisation. Et après, je compare. Je dois comparer TMR0 avec 5. Donc ça, c'est la première fois qu'on va faire ça. La technique de comparaison, c'est tout simplement, on va faire de la soustraction. Alors, la valeur avec laquelle je veux comparer mon registre, je vais la charger dans W, première étape. Donc, je vais charger 5 dans W. Et après, je vais soustraire le file de la valeur. Donc, sub W file. Ici, je vais soustraire le file de W. Le file, c'est TMR0. C'est-à-dire TM0 moins W5. Le résultat sera dans W. Comme ça, je ne changerai pas l'état de TMR0. Et logiquement, si les deux sont égaux, c'est-à-dire le résultat de la soustraction est égal à 0. Il suffit de tester à ce moment-là le bit Z. Bit test file skip if set. Je teste le bit Z. Si je trouve que le bit Z est égal à 1, ça veut dire que le résultat de la soustraction est nul. Ça veut dire que les deux, le file et la valeur sont égaux. Donc, si c'est égal à 1, je saute. Je saute et je fais mon traitement. Donc, je continue, comme j'ai dit, mon traitement, le clignotement, donc ça veut dire que le timer est maintenant égal à 5. Maintenant, si c'est pas égal à 1, ça veut dire si le flag Z n'est pas égal à 1, ça veut dire que le résultat de la soustraction n'est pas nul. Ça veut dire que TM0 est différent de 5. Donc, à ce moment-là, je saute. Et qu'est-ce que je fais? Je vais reprendre la comparaison. Donc, je vais recharger W avec 5. Je vais le soustraire. Je vais soustraire TMR0 de ce 5 et retester. Et je reste dans cette boucle tant que le flag Z n'est pas égal à 1. Je reste ici. Alors, quand le flag Z est égal à 1, je sors de la boucle. Et à ce moment-là, je commence le clignotement. Donc, je fais un XOR avec RA0 pour faire le clignotement. Je réinitialise mon timer à 0 pour qu'il recompte à partir de 0. Et je reboucle vers loop. Et j'attends encore une fois. J'attends encore une fois. Je compare, j'attends encore une fois jusqu'à ce que le timer redevient égal à 5. Bien sûr, j'ajoute la directive end. Donc voilà pour ce cahier de charge. N'oubliez pas qu'on aura des vidéos de tests des programmes qu'on a déjà vus. Donc, au niveau des interruptions, au niveau des timers, au niveau des ports d'entrée-sortie. Donc, il y aura une vidéo de l'implémentation de ces programmes-là, y compris ce programme-là, au niveau de MPLAB et la simulation au niveau de Isis Proteus. Donc maintenant, le dernier cahier de charge, c'est toujours le mode compteur, mais cette fois avec prédivision. Toujours sans interruption. Donc maintenant, on va activer le prédiviseur. Alors quand est-ce qu'en général on active le prédiviseur? En général, dans deux cas de figure. Premier cas de figure, si on prévoit de compter des événements externes dont le nombre dépasse 255. C'est-à-dire, on prévoit de compter plus de 255 événements externes. À ce moment-là, par exemple, je vais choisir la prédivision par 2. À ce moment-là, il va compter, au lieu de 255, il va compter 500 événements. Donc, ça augmente la capacité de comptage. Donc, ça, c'est le premier cas. Deuxième cas, ça permet de faciliter le traitement dans le cas où je prévois de compter un nombre d'événements qui ont puissance de 2. C'est-à-dire, je prévois de compter 4 impulsions, 4 événements, 8 événements, 16 événements, 32 événements. Dans ce cas-là, le prédiviseur lui aussi peut faciliter un peu le traitement, notre cahier de charge. Donc, c'est le cas de notre exemple, le cas de figure. Qu'est-ce qu'on veut dans le nouveau cahier de charge? On veut cette fois changer l'état de la LED, mais après chaque 8 appuis. 8.
8 appuis sur le bouton poussoir. À chaque 8 appuis sur le bouton poussoir, on change l'état de la LED. Donc 8, c'est 2 à la puissance 3, c'est une puissance de 2. Donc pour la partie initialisation, donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, par exemple, activer le prédiviseur, bien sûr, et choisir la prédivision par 4. Prédivision par 4. Donc, voilà pour la partie initialisation. Donc, horloge externe, activation du front descendant, activation du préscalaire et choix du prédiviseur par 4. Ça veut dire que le timer sera incrémenté, pas après chaque impulsion externe, mais après 4 impulsions externes. Donc, une fois j'appuie 1, 2, 3, 4, vu qu'il est le prédiviseur, donc ça veut dire à chaque 4 front montant ou front descendant, il va générer une impulsion d'horloge. C'est ça l'idée de la prédivision. Si je choisis une prédivision par 8, ça veut dire le signal d'horloge sera généré après 8 impulsions externes. Ainsi de suite. Moi, j'ai choisi 4 prédiviseurs par 4. Ça veut dire pour moi, une fois le timer est égal à 2, ça veut dire qu'il y a eu 8 francs montants ou 8 francs descendants au niveau de l'entrée RA4. Si le timer est égal à 1, ça veut dire qu'il y a eu 4 francs montants ou 4 francs descendants, vu que le prédiviseur a été fixé à 4. Donc, ça veut dire option register, je mets ce mot-là. Après le trice A, je vais l'initialiser comme on a fait dans l'exemple précédent. On ne va pas oublier d'initialiser le timer à 0. Donc, pour le programme, c'est le même qu'il y a quelques instants, mais cette fois, regardez, le timer, je vais le tester, est-ce qu'il est égal à 2? Parce que timer égal à 2, ça veut dire qu'il y a eu 8 impulsions. Vu qu'on a choisi un prédiviseur par 4. 8 impulsions, ils vont générer 2 impulsions au niveau du timer qui va compter 2. Donc, ça va donner un peu le même programme. La partie initialisation ne change pas, hormis la partie le mot qu'on va télécharger dans option registre. Le reste le même. J'initialise le timer, la LED à 0. Et je commence par appeler le programme d'initialisation. Cette fois, je vais comparer le timer avec 2. S'il est égal à 1, je saute pour faire le clignotement. Sinon, je reste en boucle infinie. S'il est égal à 1, je fais le clignotement, je réinitialise mon timer et je reviens et réexécuter la boucle, c'est-à-dire je reviens retester est-ce que le timer est à nouveau à 0. Et la directive N. Voilà, donc merci encore pour avoir suivi cette vidéo concernant les timers. J'ai essayé d'aborder les cas les plus courants d'utilisation de ce registre. Donc la prochaine vidéo, elle va concerner la prise en main de l'environnement MPLAB avec ISIS, Proteus, pour la programmation assembleur et pour le test des différents programmes qu'on a eu à faire, aussi bien au niveau des temporisations sans timer, les ports d'entrée-sortie, les interruptions et bien sûr la mise en œuvre du timer.